Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/noéjacomet. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui, je reçois Camille Brunel. Camille est d'abord auteur, il a publié plusieurs essais et romans, dont son dernier Après nous les animaux, qui sera largement évoqué dans la première partie de notre entretien. Camille est aussi critique cinéma et a récemment animé une conférence intitulée « Les animaux sont-ils des humains comme les autres ?», dans le cadre de la 21e édition des journées cinématographiques qui se sont, contexte oblige, déroulées en ligne, et dont je vous ai mis un lien dans la description. Notre conversation d'aujourd'hui porte sur le cœur du travail de Camille, qui est celui de la cause animale. Alors, petite précision, on a eu quelques problèmes techniques que j'ai pu rattraper au montage, mais si vous regardez cet épisode sur YouTube, soyez pas surpris parce que voilà, c'est surtout visible au niveau de la vidéo. Donc vous allez voir que la thématique principale qui est celle de la cause animale englobe des enjeux très variés, que ce soit sur l'éthique, les questions liées au changement climatique, le risque pandémique, etc. Et on aura l'occasion d'y revenir dans le détail au cours de cet entretien. Et donc sans plus attendre, voici Camille Brunel. Alors Camille Brunel, merci d'avoir accepté du coup mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Salut. Alors on a plusieurs sujets à évoquer ensemble aujourd'hui. Je pense que le fil conducteur de cet entretien, c'est celui de la cause animale, qui est le cœur de tes préoccupations, que ce soit dans tes analyses ciné, puisque tu es critique cinéma, et puis dans tes livres. Donc ce sujet de la cause animale, il a des conséquences dans tout un tas de domaines qu'on aura l'occasion de traiter. Il n'y a pas que le côté éthique, il y a bien plus que ça. Mais peut-être la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait que tu en es arrivé à ces thématiques ? Je viens de l'écologie de toute façon. J'avais des parents qui m'emmenaient balader en forêt, depuis le début. Donc j'ai toujours été très très attiré par l'extérieur des villes. Et puis de toute façon, je vivais dans un village au milieu des champs, donc j'y étais vite à l'extérieur des villes. Et puis ensuite, j'ai été très vite aussi sensibilisé. Les années 90, j'ai l'impression que c'était un peu le début de la sensibilisation aux espèces en danger. Il y avait eu Greenpeace qui a dû être créé, je sais pas, à la fin des années 70. Les années 80, ça commençait, puis 90, ça commençait à être vraiment mainstream de parler de sauver les baleines, les éléphants, les pandas, tout ça. Donc moi, j'avais des fiches animaux à sauver. Donc en fait, très vite, c'est une sorte de donnée de base, l'idée que les animaux sont vulnérables et qu'on doit prendre soin d'eux. Et donc pendant toute mon enfance et toute mon adolescence et jusqu'à ce que je commence à écrire La guérilla des animaux, en fait, donc en 2013, j'avais cette sensibilité d'écolo qui veut protéger les espèces en danger et réduire évidemment mon impact environnemental autant que possible, tout ça. Et puis ça a évolué quand j'ai commencé à découvrir l'antispécisme et à lire aussi des revues enfin pas des revues, des articles quoi. Et ça c'est vraiment lié au développement d'internet et des réseaux sociaux. J'ai eu accès à des textes auxquels que je pensais jamais à regarder avant, sur l'éthologie et la cognition animale. Et donc petit à petit, le lien entre les animaux sauvages et les animaux domestiques s'est établi. Et je me suis rendu compte que ma façon de vouloir sauver les animaux que je trouvais beaux et de manger les animaux dont je me foutais un peu, qui étaient moins beaux, parce qu'un cochon, tu vois, évidemment, c'est variable, mais moi, je trouvais qu'un cochon, c'était moins beau qu'un tigre. Du coup, je voulais faire comme le tigre, manger de la viande, et les cochons, m'en foutaient un peu. Et quand j'ai commencé j'ai une amie qui m'a fait une remarque comme ça un jour, elle m'a dit, mais toi, de toute façon, elle était pas végétarienne, hein, c'était juste pour m'emmerder. Mais elle m'a dit, mais de toute façon, tu choisis les animaux comme tu choisis les filles, tu t'intéresses qu'à celles qui te plaisent. Alors, j'étais très vexé, parce que ça faisait de moi quand même, pas une belle personne, quoi. Et donc, j'ai réfléchi à la fois à mon rapport aux filles, et c'était du trolling de sa part, mais surtout à mon rapport aux animaux. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas très glorieux de fonder le respect que je vouais aux animaux sur leur apparence extérieure. Tu vois, parce qu'évidemment, avec mon bagage écolo, j'ai aussi un bagage antiraciste assez intense. Donc,
je me suis intéressé à l'antispécisme petit à petit comme ça. Bon, je sortais avec une végétarienne à l'époque. Et puis voilà, j'ai lu Jonathan Safran Foer, et puis de fil en aiguille, La guérilla des animaux a évolué d'un texte écolo où on venge ceux qui tuent les tigres. La première scène de La guérilla des animaux, c'était vraiment un fantasme que j'avais très longtemps, du braconnier qui se fait flinguer comme dans un film de Tarantino. Et ça a évolué pendant l'écriture vers une sensibilité aux animaux en général, et surtout sur une critique du rapport des humains aux animaux en général. Donc une critique du spécisme. Ouais. D'accord. Ok. Alors du coup, je voulais aussi qu'on commence par parler un peu de ton dernier livre, qui s'appelle donc Après nous les animaux. Il est sorti, si je me trompe pas, en fin d'année 2020, Ouais, chez septembre. Casterman, donc c'est la collection Ici Maintenant. Et donc ce livre, il raconte l'épopée d'un groupe d'animaux. C'est des animaux de cirque et de zoo, donc qui ont été quand même habitués aux humains, qui vont en fait devoir évoluer dans un monde post-apocalyptique, on peut dire, d'où les humains soit ont disparu, soit en train de disparaître. Je ne veux pas trop en révéler. Et donc voilà, pour info, c'est futuriste entre guillemets, puisque l'intrigue se situe vers la fin du XXIe siècle, 2086. Alors, déjà, je recommande complètement le bouquin parce que je dois dire qu'il est très agréable à lire. D'ailleurs, tu dis dans ta bio Twitter que tes bouquins sont meilleurs que tes tweets. Moi qui ai fait les frais de tes tweets, je ne peux que confirmer. Mais non, sérieusement, c'est vraiment blague à part, c'est très agréable à lire. Et en plus, on sent le côté cinéphile. C'est-à-dire qu'il y a un côté road movie. Et donc, alors peut-être avant qu'on rentre un peu dans le détail du livre, évidemment, on va faire gaffe à pas spoiler, mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi, parce que le livre s'ouvre sur une citation d'Octavio Paz, extraite du Labyrinthe de la solitude. Et donc la citation, je cite, c'est « Les dieux s'en vont parce que le temps est fini, et c'est le retour d'un autre temps, d'autres dieux, d'une autre ère. » Tu peux m'en dire un peu plus? Pourquoi tu as ouvert là-dessus? Alors, il y a plusieurs. Bon, déjà, l'idée, c'est d'écrire un roman sur imaginer un nouveau rapport aux animaux. Enfin, si ça commence sur l'image de l'arche de Noé, en l'occurrence, spéciale dédicace, c'est parce que à la fin du déluge, quand Noé sort de l'arche, il y a une nouvelle alliance qui est passée avec les animaux. Alors, en l'occurrence, dans la Bible, c'est le moment où Dieu autorise Noé à manger des animaux selon un certain rituel. Si tu prends le film de Darren Aronofsky qui est sorti en 2014, Aronofsky qui est vegan, lui imagine que quand ils sortent de l'arche, la nouvelle alliance qui est passée avec les animaux n'est potentiellement pas celle qui consiste à les manger, puisque le monde d'avant le déluge dans le film de Aronofsky, c'est le nôtre. Voilà, donc il y a déjà l'idée dans la nouvelle ère, d'une nouvelle alliance qui va être passée avec les animaux. Et que mon livre tendrait à suggérer justement du fait de cette idée qui est vraiment le fil rouge du livre, qui est que les animaux sont des personnes qui tiennent à leur vie, qui ont leur personnalité, qui sont des sujets de leur existence, et que donc notre comportement vis-à-vis d'eux est fondamentalement injuste, voilà, dans son écrasante majorité. Donc c'est surtout ça. Après, Octavio Paz, c'est le prix Nobel mexicain, donc ça met un peu dans l'ambiance du livre qui se passe là-bas. Et après, il y a des ficelles un peu plus souterraines, mais Octavio, c'est le nom du premier à se faire bouffer dans mon livre d'avant. Dans les Métamorphoses, le salaud, c'est Octavio. Et donc là, c'était un autre type d'Octavio, de la même manière que je fais. Les Pandarous ont deux rôles très différents dans les deux livres. C'est un écho un peu aux Métamorphoses. Et Octavio Paz, il a quand même un nom très fort. Je veux dire, Paz, c'est la paix. Et c'est un peu l'idée que je mets là-dedans aussi. Et alors, c'est une coïncidence ou pas, on verra, mais Paz, c'est aussi le nom d'une des principales associations animalistes de Paris, parce qu'elle s'appelle Paris Animaux Zoopolis, Paz. Et donc elle joue aussi sur le fait que ça veut dire paix. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est quand même l'idée des dieux, on a en fait sous nos ères de civilisation positiviste, scientiste, qui croit en la science, dès qu'on parle des animaux, très vite, on tombe dans le mysticisme.
C'est le mystère insondable de l'animal et blablabla. Et c'est peut-être que si ça se trouve, les arbres pensent et on s'en rend pas compte. Et c'est très difficile d'avoir un discours. Enfin, c'est pas impossible non plus, mais tu vois, on a cette tendance générale à mysticiser les animaux. Et donc, en fait, à en faire des espèces de divinités, quoi, des trucs inaccessibles, des trucs sacrés. Et c'est vicelard, en fait, parce que en les sacralisant comme ça, on en fait de la chair à pâté par millions, quoi. Sous nos airs de pas y toucher, en fait, on y touche beaucoup. Et puis évidemment, il y a encore tout l'imaginaire chrétien qui consiste à manger le corps du Christ, et donc on sacrifie, et le Christ ressuscite à l'intérieur de nous. Donc il y a encore cet imaginaire-là derrière l'idée de manger de la viande, et des animaux qui ressuscitent à l'intérieur de nous. Et ça, je l'invente pas, hein, c'est pas des conneries, c'est un mec qui s'appelle Emanuele Coccia qui connaît d'ailleurs. Et donc ça, ça m'embête un peu. Et donc l'idée, c'est de remplacer ce rapport-là, ce sacré-là, qui est un sacré vicelard, on va dire, à double tranchant, par un autre sacré qui est pour le coup qui tiendrait plus au respect de la vie animale, pour dire vite. Ok. Et donc dans le roman, bon, Après nous les animaux, l'intrigue elle est vécue et racontée presque intégralement par des animaux. Ça m'a fait un peu penser à Terry Pratchett d'ailleurs dans Le Guide des Orfèvres, qui est la fantaisie policière. Il y a des passages où il fait des projections un peu similaires. Et donc je me demandais qu'est-ce qui a motivé cette démarche chez toi? Est-ce qu'il y avait une volonté d'éviter un récit trop anthropocentré, ou est-ce que c'était simplement lié à la nature propre du récit que tu voulais raconter? Ben, le challenge du livre, c'était d'écrire un livre sans humain. C'est mon éditeur Vincent Vimino qui ayant lu La guérilla des animaux, m'a dit soit tu fais un bouquin à la Livre de la jungle avec un humain et que des animaux autour, soit strictement animalier. Et donc je me suis dit autant aller pour le truc le plus casse-gueule possible, parce qu'au moins si ça marche, ça aura un peu de panache. Et donc ça, c'était la base. Et puis évidemment, l'idée, c'est de montrer que tous les comportements qu'on prête aux humains se retrouvent en fait très souvent chez les animaux. Ça, on le sait parce que depuis une vingtaine d'années, l'éthologie a fait des pas de géants qui fait que on se rend compte maintenant que les oiseaux apprennent à parler auprès de leurs parents, tu vois, ce genre de choses dont on aurait pensé que c'était de l'anthropomorphisme, comment on dit, galopant, rugissant il y a quelques années, et en fait maintenant c'est dans les bouquins de vulgarisation d'éthologie, quoi. Et donc du coup de montrer que il y a des histoires chez les humains, mais il peut aussi y avoir des histoires chez les animaux, qu'ils n'ont pas tous la même vie. Parce que c'est ça, en fait, l'idée derrière le spécisme et derrière le rapport à l'animal que les millénaires passés nous ont posé sur les épaules. C'est que les animaux sont tous les mêmes, qu'ils obéissent à leurs instincts. Alors on a admis qu'ils n'étaient pas des machines biologiques, que Descartes et Malebranche avaient un peu déconné, mais on en a quand même gardé dans l'idée que cognitivement, c'est encore des machines, qu'ils ont leurs instincts et qu'ils y obéissent. Et dans le bouquin que je suis en train de lire en ce moment de Carl Safina, qui s'appelle À l'école des animaux, Becoming Wild en VO, la citation d'ouverture, c'est une citation de Darwin qui dit que plus on étudie un animal et moins on croit aux instincts. Et plus on constate qu'en fait, ce qu'il fait, c'est irrationnel. Et c'est révolutionnaire comme idée, puisque ça implique que alors qu'on pensait que les animaux avaient pas d'histoire, alors qu'on pensait que l'histoire des animaux était liée à l'histoire des humains, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Les animaux ont une histoire j'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Delors, mais en fait, c'est l'histoire des animaux et des humains. Et en fait, on se rend compte que non, les animaux se sont adaptés alors aux humains certes, mais ils s'adaptent aussi aux variations du milieu dans lequel ils existent. Et que s'il y a autant d'espèces différentes, c'est aussi parce qu'il y a eu des manières de réagir qui étaient différentes en fonction des choix que faisaient les animaux. Et c'est pour ça qu'après, ils se sont spécialisés. Et donc, il peut y avoir une histoire des animaux aussi. Et donc, c'était important pour moi de raconter un récit avec des animaux qui évoluent et qui seraient pas anthropomorphisés, qui soient des animaux éthologiquement, ils sont crédibles. Sauf le personnage du chimpanzé, évidemment, Marguerite,
alors on va pas spoiler, mais qui finit par faire quelque chose qu'aucun chimpanzé fera jamais, c'est sûr. Mais ce personnage-là est là justement pour, par contraste, montrer que les animaux d'à côté se comportent de façon tout à fait crédible, plausible. D'accord. Et une question que je me posais en lisant ton livre, c'est que donc c'est pareil, je sais pas dans quelle mesure il faut faire attention, mais sans spoiler, il y a une catastrophe qui fait que l'humanité est en train de disparaître, voire elle est disparue. Et, euh, et je me demandais si on pouvait y voir un peu le spectre du changement climatique au sens provoqué par l'humanité, qui est celui qui est le plus urgent pour nous. Est-ce que c'est parce que c'est très connexe au sujet de la cause animale finalement? Oui, oui, oui. Bah, tous mes bouquins parlent de l'Anthropocène d'une manière ou d'une autre parce que c'est un moment historique tellement important et tellement grave que je m'en voudrais de l'ignorer, quoi. C'est unique, quoi. C'est quelque chose qui s'était pas produit depuis plusieurs millénaires et ça nous tombe dessus, à nous, et on s'en rend pas encore compte maintenant parce qu'on a 30 ans et qu'on se dit non, finalement, c'est peut-être pas si grave, mais quand on en aura 50 ou 60, on y verra les variations. Et donc ça, c'est fondamental de le prendre comme une donnée de base et de le disséminer. C'est comme une sorte de vaccin, en fait, mes bouquins. C'est injecter un peu d'idée que tout est déjà foutu, comme ça, au moins, quand ça arrivera, on aura déjà un peu l'idée en tête. Et puis après, si on peut agir et si on est prêt à agir aussi radicalement que la situation l'exige, tant mieux. Mais oui, oui. Alors pour le coup, dans le bouquin, oui, il y a plusieurs apocalypses. Dans le livre, il y a de toute façon, on est en terre mexicaine, qui sont des peuples qui ont toujours été fascinés par la fin du monde, que ce soit les Aztèques ou les Mayas. Mais oui, oui, bah, là où j'ai pas choisi de virus, j'ai choisi les insectes plutôt, mais ça aussi, ça fait écho à ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique de toute façon et qu'il y a l'Anthropocène. Et puis l'idée, c'est aussi de montrer ce qu'on va laisser au monde une fois qu'on aura disparu et est-ce qu'on a envie de laisser des parpaings abandonnés et des canettes de bière. Et non, donc. D'accord. Et du coup, alors c'est une question. Je me la suis posée. J'ai oublié la question. Non, t'as répondu. C'était vraiment sur le lien entre la cause animale et le dérèglement climatique et les causes humaines du dérèglement climatique qui s'accentuent. Donc non, c'était ça. Et du coup, pour oui, tu embrayer, disais c'est connexe, mais oui, c'est complètement connexe, bien sûr. Et du coup, pour embrayer, une question que je me suis posée en lisant ton livre, c'est finalement après nous les animaux, c'est une dystopie ou c'est une utopie? C'est une dystopie. Ou c'est ni l'un ni l'autre? Non, c'est une dystopie, on va pas déconner. Non, c'est une dystopie, il y a plus d'humains, c'est un peu dommage. Mais j'en fais pas un drame, ça c'est sûr. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que déjà c'est rarissime les livres à la fin desquels l'humanité disparaît complètement. C'est une sorte de tabou, je sais pas si c'est volontaire ou pas, conscient ou pas, mais c'est très rare de trouver des œuvres où il n'y a plus un seul humain. Et même à la fin, tu vois, dans les œuvres, dans les trucs genre Prédiction d'Alex Proyas ou 2012 ou je sais pas quoi, il y a toujours un des survivants. Et ça, déjà, ça va avec l'idée que s'il y a plus d'humains, le monde est perdu et que c'est dramatique parce que on est ces petites fleurs précieuses. Et donc déjà, l'idée de montrer le monde sans les humains, mais avec les animaux, et de montrer qu'il y a encore de la vie, il y a encore des gens qui s'aiment, il y a encore des gens qui vivent et qui jouent, ça, c'est fondamental. Donc c'est pas aussi dramatique de mon point de vue que du point de vue qui consiste à faire de l'humain la perle la plus précieuse depuis la naissance des étoiles. Mais ceci étant dit, et c'est pour ça qu'à la fin le chimpanzé finit par se comporter un peu en humain, c'est parce qu'il y a un truc qui manque, quoi. L'idée c'est une mémoire qui disparaît aussi. Le chimpanzé, il voit les ruines Maya, il sait plus ce que c'est. Et il a envie de savoir ce que c'est. Il est curieux. Il y a chez ce personnage de Marguerite. Et ça, c'est pour le coup, c'est tout à fait, c'est le début de son anthropomorphisation qui s'achève à la fin à Teotihuacan, mais elle se pose des questions. Et donc oui, non, si, il y a une dystopie. Mais non, mais il faut pas. Quand on défend les animaux, il y a forcément une immense colère à l'endroit des humains.
parce que c'est d'une injustice absolument insoutenable, dans des proportions astronomiques, une quantité de violence légale partout, que ce soit les chasseurs, les abattoirs ou n'importe quoi, hein. Donc forcément qu'on est en colère. Ça, c'est une donnée de base. Alors, soit ça donne Solveig Alouin qui fait le pitre chez Hanouna, et ça se voit un peu trop. Mais ceci dit, elle a eu une citation, elle a eu une phrase que j'ai bien aimée quand elle a dit « De toute façon, il n'y a aucune colère qui sera à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'on dise. » Ça, c'est pas mal. Mais du coup, plutôt que d'aller se bananer à la télé, vaut mieux écrire des bouquins ou faire des tracts, des tribunes ou canaliser la colère. C'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai écrit La Guérilla d'ailleurs, pour canaliser la colère. Donc ça, c'est clair. Les animalistes sont fâchés à bon droit. Et je pense que tout le monde doit être fâché à bon droit contre les humains. Et je crois aux vertus de la colère. Je pense que c'est pas grave d'être en colère. Mais faut pas quand même oublier que, je sais pas, parmi les humains, il y a les enfants. J'adore les gosses. Les enfants, c'est des petits animaux jusqu'à ce qu'ils aient 3 ou 4 ans, extrêmement proches des animaux. Il y a les enfants, il y a des tas de gens bien. Donc non. On n'est pas, disons qu'il y a et finalement, la colère à l'endroit des humains, elle se dirige en plus surtout vers ceux qui pas vers les enfants et pas vers un certain nombre de populations qui subissent aussi ce qu'on fait aux animaux. Tu vois. Donc il y a une sorte de misanthropie de base, mais qui est pas qui est à nuancer, quoi. Ok, très bien. Alors du coup, maintenant j'aimerais peut-être qu'on sorte un peu du roman spécifiquement et qu'on rattache ça aux thématiques de 2021 et pas de 2086. Encore une fois, hein, je recommande vraiment le bouquin. C'est au-delà des thématiques qui sont hyper importantes et hyper intéressantes, c'est super agréable à lire et c'est assez émouvant. Enfin voilà, c'est très bien fait, quoi. Mais donc ouais, pour rattacher ça à des thématiques d'aujourd'hui, je l'ai dit un peu en intro, mais ce qui motive ta démarche, si je me trompe pas, ce sont principalement des considérations éthiques. Et moi je les partage, mais je pense qu'il y a aussi d'autres arguments à donner. Notamment, alors par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la production de consommation de viande par habitant, c'est une moyenne mondiale, elle continue de croître chaque année. Et du coup, on est sur une pente complètement montante, puisque les estimations, notamment de l'ONU, disaient que, en gros, d'ici 2050, il faudrait augmenter la production de viande de 70 à 100%. Et pour l'instant, il y a très peu d'arguments qui sont donnés, je trouve, au-delà des considérations éthiques. Et donc j'aurais aimé savoir ce que tu pensais de ça, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement durable, le risque pandémique. Enfin, on va y venir. Je te laisse déjà un peu répondre à ça. Ben, je suis surpris que tu me dises qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments en dehors de l'argument éthique. Enfin, éthiquement, c'est un désastre absolu puisque ça implique de détruire une quantité hallucinante. Non, il y en a beaucoup, mais c'est pas les plus audibles. Pas les plus audibles. Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était les plus audibles. Moi, je suis arrivé à l'animalisme via l'écologie. C'est les arguments écolos qui m'ont fait devenir végétarien. C'est Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer, faut-il manger les animaux? C'est écolo à fond. Si tu prends le film que DiCaprio a fait il y a 3-4 ans, pareil, c'est écolo. Il recommande aux gens de bouffer du poulet plutôt que de bouffer du bœuf. Alors que techniquement, si tu manges du poulet, tu tues plus de monde pour avoir de la viande que si tu manges du bœuf. Mais cet argument-là, il est piégeux parce que c'est l'argument des baleiniers. Ils disent, ouais, mais moi, je bute un individu et j'ai de la viande pour 3 mois, alors que ceux qui butent des oiseaux, ils en butent plus que moi. Donc, c'est piégeux. Mais non, donc oui, l'argument écolo me semble, de toute façon, il est en train de gagner les sphères du pouvoir, puisque là, Barbara Pompili, ministre de l'écologie, a quand même fait un tweet il y a 2 jours pour dire qu'il fallait manger végétarien pour le climat. C'est historique, ça n'était jamais arrivé. Après, et puis oui, non, si, les risques pandémiques, on les entend beaucoup quand même. L'idée que les élevages industriels sont des bootcamps à virus, et que là, en gros, on a eu un virus parce que, alors on sait pas encore trop pourquoi, si c'est un mec qui a bouffé un animal sauvage ou un mec qui est sorti de son labo avec un virus dans les poches, mais c'est pas sorti des élevages en tout cas. La pandémie qu'on se prend là vient pas des élevages industriels. Mais on sait que ça monte, que ça vient du fait de l'antibiorésistance chez les animaux élevés. Donc l'argument éthique, moi à la limite, si tu me demandes, j'ai l'impression qu'on l'entend pas assez. Parce que je tweete beaucoup, que t'as l'impression qu'on l'entend beaucoup. Mais c'est l'argument écolo qui est en train de prendre de la puissance là, j'ai l'impression.
Après, oui, et puis après, il y a toute la question de la déforestation. L'idée que l'Amazonie, on la coupe pas pour faire du bois ou faire pousser des pommes, quoi, mais pour mettre des vaches, faire pousser du soja. Donc ça, on l'entend de plus en plus. Donc non, non, l'argument écolo est fort aussi. Et après, il y a l'argument de l'OMS, là, il y a pas longtemps, qui a dit que que la viande était cancérigène. Ça aussi, c'est pas mal. Tu vois, quand ils ont dit la viande rouge cancérigène, blabla. Ça, c'est l'argument diététique. Moi, c'est un argument auquel j'ai jamais recours, mais euh, mais ça a avancé aussi. Mais parce que quand je dis, c'est pas qu'on les entend pas, mais je veux dire, évidemment, hein, ils existent, les arguments que tu cites, ils existent, et moi, ils me touchent aussi. Ce que je veux dire, c'est pas qu'ils sont pas audibles, c'est que je trouve qu'ils sont pas assez, enfin, ils sont pas audibles au sens où ils sont pas assez médiatisés et mis en avant. Et je t'explique pourquoi je dis ça. Moi, mon point de vue, si tu veux, c'est que c'est très très dur de convaincre individuellement les gens de changer leurs habitudes, et que il faut donner le maximum de billes aux gens pour modifier leurs habitudes. Et donc le côté risque pandémique, on l'a un peu évoqué, mais c'est vraiment, je veux dire, limite on a eu de la chance avec le Covid si ça vient pas du monde animal, parce que l'industrie agroalimentaire, elle fait peser un risque incroyable sur non seulement sur les animaux qu'elle exploite et qu'elle tue, mais sur l'humanité aussi, parce que comme tu l'as dit, d'une part, ce sont des réservoirs à pathogènes, mais en plus de ça, ils sont gavés d'antibiotiques et donc ils font aussi augmenter la résistance aux antibiotiques, qui va être un enjeu majeur de santé dans les prochaines décennies. Pour info, hein, parce que tout le monde ne le sait pas, 70% des antibiotiques qui sont produits à l'heure actuelle, ils sont donnés aux animaux de ferme. Et donc voilà, il y a ce côté-là aussi, je trouve qu'on donne pas tellement de billes là-dessus, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi, de toute façon, je passe mon temps à dire aux gens d'arrêter de bouffer de la viande. Donc c'est une donnée de base de dire que c'est pas bon. Et c'est pas bon pour les animaux, pas bon pour nous, pas bon pour l'environnement. Hmm. Après, faut être patient, quoi. Personne arrête la viande avec un seul argument magique comme ça. C'est un cheminement, c'est plusieurs étapes. Alors la Hmm. légende veut qu'il y ait 7 étapes différentes avant qu'on arrête complètement. Mais euh, mais oui, le risque pandémique, ça va devenir un argument de poids. Et surtout l'idée que parce que là, du coup, on est en train de se dire, il faut manger de la viande française. Parce qu'on a compris que la viande brésilienne, c'est pas bon. Chinois, indien, c'est pas bon du tout. Parce que c'est ça le truc, en fait. C'est que les Chinois et les Indiens veulent manger comme les Français. On est le pays de la gastronomie, on est le pays du luxe. Mhm. Donc, nous, on a du fromage et du steak. Donc, eux aussi, ils veulent la même chose. Avec la même qualité. Sauf qu'ils sont 1 milliard. Enfin, 2 milliards en comptant les Indiens. Hmm. Et c'est vrai que finalement, ce serait pas mal de montrer le modèle, quoi, en fait. De faire un peu comme Biden, qui dit un truc et Macron y suit. Eh ben, que si la France pouvait un peu montrer le cap en matière de gastronomie, on peut être sûr que les pays derrière Hmm. suivraient Hmm. et on ferait bien. Ouais, ouais, ok. Mais oui, oui, je pense que c'est un bon argument pour faire évoluer les mentalités. Et on a un peu évoqué le dérèglement climatique, mais c'est aussi un argument de poids, à mon sens. Euh, je pense que beaucoup de gens ont conscience que l'industrie, elle a un impact sur le climat et sur l'environnement, mais sans avoir le détail, tu vois, sans connaître à quel point. La production de viande, ça a un coût environnemental élevé. Euh, J'avais lu des chiffres qui étaient très intéressants. C'était le World Resource Institute qui estime qu'il faut 9 calories donc de soja, d'avoine, enfin de nourriture pour poulet. Donc il faut 9 calories pour produire 1 calorie de poulet. Et donc, malgré que le poulet, ce soit la viande la plus facile à produire, finalement, ça reste, d'un point de vue factuel et environnemental, très inefficient, puisqu'il faut prendre en compte toutes les ressources allouées à la production de ce qu'on va donner à manger au poulet. Donc les terrains, l'eau, les pesticides, les herbicides. Et c'est ça que les gens ont du mal à réaliser. Produire de la viande, ça demande aussi de produire massivement tout ce qui sert à la croissance des animaux dont on consomme la viande. Ça te paraît cynique cette approche-là, ou non, ça te paraît pertinent aussi? Ah non, 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 du tout. Bah non, c'est hyper pertinent, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Ça, c'est Valérie Chansigo, qui est une historienne avec qui je suis intervenu sur quelques. C'est pas une historienne, c'est une anthropologue, je crois, ou une sociologue. Valérie Chansigo, ouais. Génial. Et elle explique à chaque fois que je suis intervenu avec elle en table ronde. Elle dit que historiquement, si on regarde les sociétés, les civilisations, plus il y a de monde, moins on mange de viande. Tu prends le soja, par exemple, c'est pas un hasard si c'est un truc qui vient de Chine.
qui est un endroit où il y a eu une quantité folle de monde. Tous les plats véganes, enfin je sais pas, les véganes on bouffe asiatique au moins 2 fois par semaine quand même, que ce soit indien ou chinois ou japonais, enfin tu vois. Et alors japonais ils mangent beaucoup de poissons, c'est différent, mais tu vois il y a quand même une tendance historique des civilisations à manger de moins en moins de viande quand il y a de plus en plus de monde. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, quoi. Techniquement, si tu voulais nourrir plein de monde, tu pouvais pas te permettre de faire pousser une vache pour tout le monde. Alors que maintenant, on peut, mais sauf qu'on est en train de tout passer. Et quand l'élevage industriel a été inventé, on était la moitié de ça. Donc il y a aussi l'argument démographique me paraît précieux. Expliquer qu'on essaie de faire perdurer des choses qui ont été inventées à une époque où il y avait quasiment pas d'humains sur Terre. Et du coup, ouais, donc tu as évoqué justement les substituts de viande, notamment ceux qui sont basés, enfin qui sont conçus à partir de plantes. Mais il y a aussi ceux qui sont ce qu'on appelle de la viande de culture. Donc c'est de la viande Ouais, synthétique qui est construite, enfin qui est conçue en laboratoire. cultivé. Je me demandais ce que tu pensais de ces alternatives-là. Bah c'est cool, c'est génial. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance quand on en parle à caler le mot laboratoire très vite. Du coup, ça ouvre pas l'appétit. Faut pas oublier que c'est en laboratoire aujourd'hui, mais qu'une fois que ça sera plié, voilà, une fois qu'on aura compris le truc et qu'on saura le fabriquer, ça sera plus fabriqué en laboratoire, ça sera fabriqué dans des usines qui seront même probablement moins dégueulasses que les usines où on fabrique la viande aujourd'hui, la viande conventionnelle. Donc c'est juste parce que c'est en train d'être mis au point que ça vient des laboratoires, mais dans 10 ans, ça sortira plus des laboratoires, ça sortira d'hangars où on fait de la bouffe comme aujourd'hui. Et alors ça, c'est évidemment très bien. Parce que en fait, l'idée, c'est juste de fabriquer de la viande sans fabriquer un cerveau avec. C'est fabriquer de la viande sans fabriquer une conscience avec. Parce que c'est ça le problème. C'est que les animaux hurlent quand on va les tuer parce ils veulent pas mourir, ils veulent les protéger, leurs muscles. Donc, t'enlèves le cerveau, t'enlèves la conscience, plus de problème moral. Après, ça va être destiné aux gens qui seront peut-être encore majoritaires quand ça va arriver sur le marché, qui n'ont pas envie d'arrêter la viande. Tu vois, moi, je suis vegan, c'est bon, j'ai arrêté de bouffer de la viande il y a plusieurs années, il y a 7 ans. Si ça revenait, je suis pas sûr que je retournerais. Tu vois. Parce que après, on aura le choix entre soit manger végétalien, se contenter de protéines végétales, et on peut imaginer que l'offre va se diversifier et ce sera de plus en plus simple à l'avenir, et qu'on va aller en plus vers des aliments qui seront déjà supplémentés en B12, comme c'est le cas de la viande aujourd'hui. Donc tu vois, si les aliments, si les protéines végétales produites à l'avenir sont supplémentées en B12, on n'aura même plus besoin de s'emmerder à prendre un cacheton tous les jours, ce qui est quand même le truc pas très baisant non plus avec le véganisme. Et puis après, s'il y a de la viande, je pense que la plupart des gens qui mangent de la viande seront très contents de se dire que leur viande a pas crié dans un abattoir avant d'arriver dans leur assiette. Donc qu'on leur donne cette viande cultivée, c'est génial. Et en plus, c'est moins polluant. Écologiquement, c'est beaucoup mieux. Parce que on peut imaginer aussi que les bioréacteurs, on va pas les faire tourner au diesel, hein, ça serait vraiment très con. Donc, il y avait eu une étude à un moment donné qui disait si on fait tourner les bioréacteurs à viande cellulaire au charbon pendant 4000 ans, ça polluera plus que la viande d'aujourd'hui. Qui était très con comme étude. Et donc écologiquement c'est mieux, éthiquement c'est infiniment mieux. Il faut pas oublier non plus cette viande cultivée peut aussi servir à nourrir les animaux de compagnie. Parce que les chats et les chiens consomment une quantité de poissons et de mammifères absolument faramineuse. Je crois qu'en poisson, il y a plus de poissons qui finissent dans la pâtée pour chat que pour les humains. C'est un massacre. Et on sait aussi que les cochons d'élevage mangent des poissons, tu vois. Donc les cochons d'élevage, on s'en fout, de toute façon, il faut espérer qu'ils seront plus là. Les chats et les chiens, tout le monde serait complètement dépressif si on n'avait plus de chats et de chiens dans notre vie, ça serait quand même dommage de nous en débarrasser. De toute façon, ils existent, on va pas tous les buter. Et la manière la plus éthique de les nourrir, ça serait quand même avec de la viande cultivée. Ça, c'est clair. Ok. Et du coup, alors, j'ai un certain nombre de questions bonus, mais avant ça, j'aurais bien aimé peut-être une question un peu plus large pour essayer de conclure sur l'aspect justement
éthique, développement durable, risque pandémique, etc. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi? T'es plutôt optimiste ou t'es plutôt pessimiste? Est-ce que les problématiques qu'on a évoquées, aussi bien au niveau de notre capacité à préserver l'environnement, les espèces menacées, etc., elles te semblent être à moyen terme, on va dire, des choses qui vont se régler? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. C'est une question qu'on me pose très souvent, hein. Et je crois que ça dépend vraiment de mon humeur du jour. Là, tu vois, il y a Biden qui fait des trucs de gauche aux États-Unis. Il y a Pompili qui parle de végétarisme. Il y a Hanouna qui fait une émission, faut-il fermer les abattoirs? Alors, il l'a fait n'importe comment, mais il l'a fait. Donc, moi, j'ai quand même l'impression de voir les mentalités évoluer. Le sondage qu'a fait Hanouna hier à la télé, c'était hallucinant. C'était faut-il fermer les abattoirs? Genre, la question que personne posait il y a 10 ans, hein. Hanouna. Et donc, les gens votent via Twitter. Et ben, il y avait, au moment de l'émission, il y avait un tiers des gens qui votaient oui. C'est-à-dire de gens qui se disaient je me fous de ce qui se passera après, de ce que je dois manger, de comment je me démerderai, vous me fermez cette horreur. C'est énorme, un tiers. Un tiers, normalement, on sait que si tu as un tiers, tu as le ventre mou de la population qui s'en fout un peu, qui va se rallier au tiers dominant. Donc à partir du moment où tu as un tiers, tu es déjà sur le point de gagner la bataille, quoi. C'est faramineux comme truc. Donc, ça me donne envie d'être optimiste. Mais en même temps, je pense aussi que c'est factuel qu'on va se prendre la pandémie méchante, celle qui fera passer le Covid pour une pandémie de rhume, arrivera de notre vivant. C'est peut-être même de ça qu'on mourra, toi et moi. Alors, j'espère qu'on sera vieux, mais ça va arriver. À moins d'être droit dans nos bottes et de prendre des mesures aussi spectaculaires que celles que prend Biden pour les humains en ce moment, mais de les prendre pour les animaux et les écosystèmes très vite. Mais tu vois, on a l'impression en voyant Biden que ça peut arriver. Mais si on ne les prend pas, ces décisions-là, là, on va souffrir, on sera très triste. Et quand on sera très vieux, on racontera à nos gosses que c'était beaucoup mieux avant. Et on passera pour des réacs, mais ce sera factuel. Enfin, en tout cas, dans le domaine de la vie, quoi. Tu vois, où on pouvait sortir au mois de juillet sans qu'il fasse 40 degrés tous les jours. Mais ça, je crois que... Non, mais ça, pour te dire, Noé, ça, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard. Le réchauffement climatique, les espèces qui vont bouger, le champagne qu'on va se mettre à cultiver en Angleterre, et tu vois, les moustiques tigres qui vont monter jusqu'à Orléans ou je sais pas quoi. Ça, c'est... Là, je suis pessimiste parce que je pense que ce qui a été enclenché à l'époque de l'ère industrielle, de l'ère du pétrole, hein, nous, on va le prendre dans la gueule de notre vivant. Il n'y a aucun moyen que ça change avant qu'on meure, même si on vit 100 ans. Ça, c'est clair. Si on agit, nous, dans 200 ans, ils auront peut-être un monde génial où on aura les technologies de la communication, des trucs pour se soigner le cancer et des maladies et une médecine géniale. Et en plus, par-dessus ça, on pourra manger à notre faim. Et en plus, par-dessus ça, on n'aura pas des écosystèmes en train de se casser la gueule partout. Mais ça sera pas de notre vivant. Nous, de notre vivant, il faut faire des efforts, agir. Et en plus, on va voir les trucs se casser la gueule parce que le train, il va mettre au moins un siècle à s'arrêter. On est obligé d'être altruiste. Ou sinon, on grille tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous rend pas malheureux pour autant, tu vois. Moi, j'ai fait le sacrifice de la viande il y a 7 ans. Ça m'a fait de la peine. J'aimais bien ça. Mais c'était vraiment le moment où j'ai pris conscience qu'il fallait faire des sacrifices. On est une génération qui doit faire des sacrifices parce que si on veut garder le confort qu'on avait avant, on va le payer très cher quand on sera vieux. On le fera payer cher aux gens qui seront vieux après nous. Très bien. Écoute, voilà, on a fait un bon tour. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation dans Nouveau Paradigme. Et puis j'en profite pour recommander encore une fois ton dernier livre, enfin tes autres livres aussi. Donc le dernier s'appelle Après nous les animaux, paru en septembre 2020 chez Casterman, collection Ici Maintenant. Et puis à bientôt, j'espère. Salut.
Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer Nouveau Paradigme directement en vous rendant sur patreon.com/noéjacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.